Après cette proche un peu déconnectée des réalités quand même, très hypnotique même, on s'était dit que c'était bien de recevoir Robin qui a fait une série photo en Ukraine avec des skateurs justement. Et voilà, pour un peu essayer de réancrer ce sport quand même qui est sur l'occupation de l'espace public avec une certaine liberté. Et c'est vrai que voilà, donc toi, tu as fait l'année dernière, c'est en 2022 que tu es parti en Ukraine pour prendre en photo des skateurs au départ, en Ouais. photo reportage. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Robin, j'ai 28 ans, je suis journaliste et photographe du coup. Et oui, j'ai commencé, en fait, je suis allé une première fois en Ukraine au tout début du conflit, parce qu'on m'avait envoyé pour faire des photos, des médias m'avaient envoyé. Et j'explique un peu la genèse du projet, mais en gros, moi je fais pas mal d'actualités en journalisme. Et là, en Ukraine, c'était un peu, j'avais pas été très satisfait parce qu'il y avait énormément de journalistes, c'était très dur à couvrir. Donc j'avais pas été très satisfait de ma première expérience en Ukraine, dans le sens où journalistiquement parlant, je m'étais pas vraiment reconnu dans mon travail. Et donc j'avais essayé de revenir avec un projet un peu plus personnel, en photojournalisme de long cours plutôt, de prendre le temps de faire des photos. Et, euh, et donc moi, pour la petite histoire, c'est que j'ai fait beaucoup de skate pendant des années. J'ai fait, je pense, 11-12 ans de skate à Toulouse, et un peu à Paris aussi. Et du coup, je me suis dit que j'avais bien envie de parler de la jeunesse ukrainienne, parce qu'on en avait parlé dans les médias, mais toujours avec un prisme un peu large, sans vraiment trouver un angle adéquat. Et moi, je m'étais dit que j'avais bien envie de prendre l'angle du skateboard, en fait, un peu comme un argument. Ça aurait pu être le skate, comme ça aurait pu être la danse, la musique ou quoi que ce soit. Mais ça permettait d'angler, de se concentrer à travers un seul sport et ouais, de voir un peu cette jeunesse qui au final me ressemble et qui vous ressemble aussi, enfin qui est à votre âge, etc. Et donc, et puis en tant que photojournaliste, moi l'objectif c'était surtout de créer des connexions entre ici et l'Ukraine, parce que je pars du principe que dans le photojournalisme, c'est intéressant voilà, de faire cette passerelle entre les gens et de créer de l'empathie. Et donc le skateboard, ça avait plusieurs avantages aussi, parce que tu as la notion, comme tu l'as dit, de liberté et même de réappropriation de l'espace. Et donc la première fois où j'y suis allé, c'était en mai 2022, il me semble. Donc c'était pour l'équipe magazine et l'Express magazine. Euh, et en fait, il y avait vraiment cette notion où, pour le contexte, il y avait les Russes qui venaient de libérer les alentours de Kiev, de la capitale. Et donc, il y avait un semblant de liberté qui recommençait à se mettre en place dans la capitale. Mais la ville était complètement marquée avec plein de barricades partout, etc. Et les skateurs revenaient petit à petit. Et c'était tout un symbole parce que il y avait à la fois la réappropriation de l'espace qui avait complètement changé. Et on l'a vu dans toutes les vidéos tout à l'heure. Enfin, le skate dans la rue, c'est on fait n'importe quoi avec un peu de tout. Et eux, il y a eu ça, il y avait se réapproprier un peu l'espace de la guerre avec ce qui était sur des barricades, ce qui était, etc. Et d'un autre côté, il y avait aussi une sorte de victoire psychologique de reskater dans la rue, parce que c'était un moment où les gens en Ukraine ne savaient pas trop s'ils reprenaient leur vie normale, euh, parce que c'était, enfin voilà, psychologiquement c'était difficile de retourner dans la rue, de, de revoir ses potes, etc., même si c'était nécessaire pour eux. Et donc il y avait un peu cette double vision. J'avais bien envie de montrer cette réappropriation de l'espace et cette liberté retrouvée, etc. Donc, je suis allé une première fois en 2022. Je suis retourné. Là, j'y suis retourné. J'y étais le mois dernier. Parce que j'ai continué ce travail-là pour le Centre national d'art plastique de France. Euh, voilà, un premier voyage en mai 2022 et là j'y suis allé 2 fois cet été, le mois dernier. Euh, et voilà, la situation a bien changé. Moi, j'ai beaucoup suivi certains skateurs, donc celui-ci qui s'appelle Alexander. Euh, Lui, par exemple, lui, c'est assez symbolique de ce qui se passe. Lui, au tout début du conflit, il était à Boutcha, donc peut-être que vous avez entendu parler de Boutcha, c'était une ville aux alentours de Kiev, où il y a eu énormément de massacres, etc. Et lui, il a été au plus proche des combats, etc. Mais il n'avait aucun endroit où aller. Toute sa famille a fui en Europe. Et en fait, là-bas, entre 18 et 65 ans, les garçons ne peuvent pas partir. Donc lui, il a 23 ans, donc il ne pouvait pas partir. Et il s'est retrouvé en fait à squatter chez des potes de skater en skater. Il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place entre tous les skateurs. C'est notamment ce qui a changé. Et maintenant, il galère un peu financièrement. Et là, je l'ai revu. Et maintenant, ce qui a beaucoup changé entre il y a un an et maintenant, c'est surtout le fait qu'ils ont tous très peur d'être réquisitionnés pour aller au combat, parce qu'il y a un manque d'hommes sur le front. Et donc maintenant, il y a un peu un jeu de chat et à la souris dans toutes les villes.
C'est dès qu'ils voient la police, ils partent en courant, ils partent en skatant très loin, etc. Parce que la police en fait les arrête, ils leur font signer un papier et 2-3 jours après ils sont envoyés au front, enfin, à l'entraînement. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé, mais au fond c'était assez marrant de rencontrer ces gens-là parce que en fait, ils sont exactement comme les skateurs en France. Il n'y a aucune différence. Enfin, moi, j'ai grandi avec des vidéos comme la Fully Flard, je ne sais pas si ça me parle pour certains, etc. Mais on avait exactement les mêmes références, etc. La communauté de skateboard ukrainienne, elle n'est pas hyper développée comparée à celle des États-Unis ou de la France, parce qu'il n'y a pas vraiment de marque de skate ukrainienne. Il n'y a pas de skateur pro ukrainien. Donc, c'est pas très développé, mais ils ont vraiment ce truc-là de copier les Américains, copier les Européens dans le skate, etc. Et donc il y avait aussi, c'était un aspect intéressant dans ce travail-là, c'était de faire le lien entre ces jeunes qui sont tournés vers l'Europe et non pas tournés vers la Russie, en tout cas dans le style de vie, le mode de vie. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Oui, justement, au début, tu te présentais comment? Enfin, la rencontre s'est faite comment avec ces jeunes? Euh, bon, en vrai, c'était hyper naturel. Plus simple, enfin, c'est la meilleure des situations, c'est que c'était des gens de mon âge, on avait les mêmes références, on parlait anglais. Euh, donc, moi, je suis juste allé, j'ai checké un peu les endroits de skate connus de Kiev, au début dans la capitale. Et j'y suis allé, avec mon appareil, j'avais pris un skate aussi pour essayer de m'intégrer un peu plus facilement, même si maintenant j'ai l'impression d'être vieux, donc je peux plus faire de skate. Mais ouais, c'était juste, je suis allé sur la place principale, j'ai rencontré 2-3 skateurs, et puis de fil en aiguille, le soir même, je faisais des soirées avec eux. Et j'ai passé, au début, la première fois que j'y suis allé, j'ai fait 2 semaines avec eux. Et là, j'y suis retourné pour un mois. Euh, mais là, la situation avait quand même pas mal changé, le moral était vraiment pas top. Donc c'était un peu plus compliqué. Et surtout, j'ai retrouvé un skater que j'avais rencontré la première fois, qui lui s'était engagé dans la défense nationale au début. Maintenant, il est devenu une sorte de commandant de son bataillon sur le front. Et je suis allé le retrouver là-bas et c'était assez difficile de le voir. Moi, je me souvenais de lui quand il skatait, etc. Et c'était un des meilleurs skateurs d'Ukraine. Enfin, ils ont un classement, il a été élu le meilleur skateur d'Ukraine. Et quand je l'ai revu, il était hyper maigre, etc. C'était assez intense de le revoir comme ça, mais voilà, il y a beaucoup de skateurs qui se sont engagés. Il y en a plein qui, par exemple, ont détourné, ils avaient des marques d'habits de skate, ils ont détourné leur fabrication d'habits pour faire des sacoches militaires pour les soldats, pour les munitions, etc. Enfin, la communauté skater, c'est pas mal engagée quand même dans le combat. Euh, ouais. Et puis il y a une vraie solidarité qui s'est créée entre eux aussi. Par exemple, avant, ils avaient tous leur petite team de skate, ils skataient dans leur coin, etc. Et là, quand j'y suis retourné, tout le monde skatait ensemble, alors qu'avant, je disais que c'était pas le cas, quoi. Tout le monde était séparé, ils jugeaient un peu les teams de loin, les teams différentes, etc. Là, maintenant, ils skatent tous ensemble, etc. Oui, comment Et, au début, tu me disais qu'ils hésitaient à reprendre le skate pour le bruit dans la ville. Donc ça, c'était quand? Et ouais, comment ça s'est passé en fait aussi peut-être de voir un divertissement dans l'espace public? Ouais. Ouais, au tout début, la première fois que j'y suis allé faire ce reportage-là, c'était vraiment, ils avaient peur de retourner dans la rue. Enfin, par exemple, quand ils se déplaçaient dans la rue, ils skataient pas entre les spots ou quoi que ce soit. Ils y allaient à pied, etc. Parce qu'en fait, il y avait enfin, plein de traumatismes dans la ville parce qu'il y avait eu des bombardements assez récurrents. Il y en a encore maintenant, hein, mais à l'époque, c'était assez intense. Et du coup, ils voulaient pas faire de bruit parce que dès qu'ils montaient sur une planche de skate, t'avais tout le monde qui se crispait, tout le monde qui, les gens passaient la tête à la fenêtre, ils leur disaient d'arrêter, ils se faisaient insulter, etc. Donc même eux, ça les angoissait, quoi. Il y avait une vraie angoisse. Et maintenant, en fait, eux, ils se sont sentis obligés de skater parce que c'était vraiment, ils me le disent tous, que pour eux, c'est un médicament. C'est leur seul horizon, en fait, dans cette situation-là. C'est qu'eux, ils n'ont pas le droit de quitter leur ville, pas le droit de quitter leur pays. Donc ils se sentent vraiment oppressés, leur seul horizon c'est le skateboard et donc ils s'y mettent à fond. La plupart ils me disaient qu'ils ont vraiment amélioré enfin ils se donnent à fond dedans quoi. Maintenant ils n'ont plus aucune peur, ils voient 15 marches, ils vont les faire alors qu'avant ils se disaient bon si je me pète un truc, peut-être que je vais pas aller en cours demain, je vais pas pouvoir avoir un travail etc. Enfin bref ils se posaient 50 000 questions. Maintenant ils n'en ont plus rien à foutre quoi vraiment. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait par rapport à avant. Et photographiquement parlant, c'est pour ça aussi que du coup j'ai utilisé ce format en panoramique parce que
en parlant avec eux, j'avais vraiment ce sentiment, je voulais retranscrire un peu ce sentiment d'oppression où on étouffe un peu dans les images. Voilà, on voit pas trop, mais ouais. Où vraiment, déjà c'est le même format que le skateboard, le panoramique, donc ça me faisait rire. Et c'est surtout ce sentiment d'oppression où eux, pour eux, ils sont dans une cage en fait, et ils peuvent pas en sortir. Et le seul moyen d'en sortir psychologiquement, en tout cas, c'est de faire du skate. Et voilà, dans les histoires, je sais pas. Ouais, maintenant ils filment tous, en fait, ils ont envie de promouvoir un peu la scène ukrainienne de skate. Euh, voilà, ils utilisent les mêmes caméras que les vidéos qu'on a vues avant, il y a en VHS, etc. La plupart, ils ont plus de 18 ans, parce que ceux qui ont moins de 18 ans, ils sont pour la plupart réfugiés en France, il y en a beaucoup en France. Euh, Ils sont réfugiés en Pologne, en Allemagne. Donc ouais, la plupart, ils sont plus de 18 ans. Ouais. Donc là, sur ces photos, par exemple, la plupart sont à Kharkiv, parce que la deuxième fois où je suis allé, je suis resté la plupart du temps à Kharkiv et à Kramatorsk. Euh, Kramatorsk, il y avait moins de skateurs, mais j'y suis quand même passé. Et à Kiev et à Dnipro aussi. Ça, c'est à Izium. Il y avait eu un grand charnier qui avait été découvert à Izium. Et il y avait notamment pas mal de. Enfin, il y avait des jeunes qui avaient été découverts dans ce charnier quand il y a eu une attaque par les Russes. Et du coup, j'étais allé faire des photos des tours des scutters. Donc, ça, c'est à Kharkiv. Et en termes d'économie, ça se passe comment? Pardon? Économiquement, ça se passe comment pour eux? Parce qu'ils ont notre âge, ils Ouais. font quoi? Enfin, ils ont arrêté les études. Là, tu me parlais d'OnlyFans. Ouais. C'est bizarre dit comme ça, mais. Non, non, oui. En fait, au tout début, la question se posait pas trop financièrement parce que tout était fermé, tout était bloqué, donc tout le monde vivait sur leurs réserves ou quoi que ce soit. Là, quand j'y suis retourné, l'argent, c'était vraiment leur premier souci. Ils ont pas de thunes, donc ils sont obligés de trouver du travail, etc. Donc c'est compliqué. Et la plupart, soit il y a deux grands types de boulot pour eux, c'est soit des arnaques sur les Russes, qui font des arnaques téléphoniques ou des arnaques euh, sur l'ordi, etc. Ils piratent les sites, ils détournent de l'argent. C'est vraiment la plupart des gens font ça. Et il y en a beaucoup aussi, ça m'a fait beaucoup rire, ils créent des faux comptes sur OnlyFans, des faux comptes ukrainiennes, et ils draguent en Europe des garçons. Et du coup, ils font plein d'argent avec ça. Et c'est une technique répandue chez les skateurs en tout cas. OnlyFans, ils sont tous OnlyFans. Et souvent, tu les vois, ils font en pleine session de skate, ils font tous leur petite session OnlyFans où ils répondent aux mecs, etc. Donc c'est assez rigolo. Ouais. Mais non, financièrement, c'est vraiment la galère pour eux sur beaucoup de points de vue. Et voilà. Bon, la dernière fois que je suis allé, c'était vraiment financier, c'était compliqué. Et l'aspect, la peur de la réquisition pour aller sur le front, voilà, parce qu'ils n'ont pas, même s'ils adorent leur pays, ils n'ont pas envie de se battre. La plupart n'ont jamais tenu une arme ou quoi que ce soit, donc ça leur viendrait, enfin, pas envie. Quoi. C'est chill le skate. Ouais, le skate, c'est pas vraiment la guerre, quoi. Enfin, oui, ouais, c'est pas. Oui, moi j'avais justement à propos de ça, est-ce que t'as croisé des filles ou enfin, c'était que les garçons? Et après, mon autre question c'était avec quoi t'avais photographié pour en mettre le thème. Alors des filles, j'en ai vraiment pas croisé beaucoup qui font du skate parce que, en fait, c'est que les garçons de 18-65 qui peuvent rester en Ukraine. Donc la plupart des filles sont parties en Europe, quoi, voilà, j'en ai croisé deux, mais c'était des jeunes skateuses qui faisaient juste du skate pour rouler entre deux spots, etc. Mais elles étaient très jeunes. Et voilà, mais non, la plupart, il y a des skateuses ukrainiennes qui sont super fortes, mais qui sont. Ouais, il y en a beaucoup en Italie, j'en ai vu, etc. Et la deuxième question, c'est j'ai utilisé un X-Pan, c'est un appareil argentique, qui photographie que en panoramique, comme ça. Aussi, je peux faire en portrait, je crois que je parle en lien aussi. Et pourquoi le noir et blanc? Déjà, j'aime beaucoup le noir et blanc. Même dans tous mes précédents travaux, je travaille beaucoup en noir et blanc. Je travaille beaucoup en noir et blanc. Parce que, pour plusieurs raisons, déjà d'un point de vue purement esthétique, je trouve que j'aime bien. Je trouve qu'avec le skate, ça se marie bien aussi, ça fait un petit côté rétro. Et surtout, j'aime bien parce que ça pose le récit. Quand on voit les photos d'Ukraine, on est souvent bombardé de photos dans l'actualité, etc. Et donc, on a tendance à être habitué aux images qui viennent d'Ukraine ou d'autres conflits ou quoi que ce soit. Donc on fait même plus trop attention à
ce qu'il y a derrière l'image. Donc le noir et blanc, j'aime bien parce que de suite, je pense que ça pose le récit. On comprend que c'est un récit différent de ce qu'on a pu voir sur l'Ukraine, etc. Et ça met... ouais, voilà. Oui, c'est vraiment ça. Ça pose le récit et on rentre dans une lecture un peu différente, longue, d'analyse de l'image plutôt. On va droit à l'essentiel, on se concentre moins sur les couleurs, ça peut aussi enlever un peu ce côté esthétique. Moi, je travaille beaucoup en Asie principalement, et par exemple en Asie, je travaille beaucoup en noir et blanc parce que j'aime pas l'esthétique des couleurs en Asie, etc. Sur certains sujets où je trouve que c'est vraiment en décalage. On leur laisse passer un petit glaçon parce qu'ils venaient de se faire une cheville. Lui, c'est Arthur, il a 21 ans. Donc non, ouais. Ça, c'est Alexander aussi. Ça, c'est par exemple, c'est à Kiev. Ça, c'est à Dnipro. Voilà, j'ai pas encore fait le tri, j'en ai plein, mais je me suis pas mis dessus. Ça, par exemple, celle d'avant, en fait, quand les militaires passent, souvent, ils les insultent, les skateurs, etc. C'est pas très bien vu de faire du skate en temps de guerre. Même si la vie, elle reprend son cours, hein, à Kiev, la vie, elle est quasiment normale. Mais voilà, dès qu'il y a des skateurs, dès qu'il y a des militaires qui passent, ils les insultent la plupart du temps. Ils comprennent pas pourquoi ils vont pas se battre, quoi. Peut-être qu'on peut passer, s'il y a des questions dans le public. Je pense qu'on peut vous entendre comme ça et je te laisse répondre. Question. En tout cas, sinon je peux rebondir moi. Mais en tout cas, son travail, ça me fait penser à un documentaire qui a été fait au Liban qui s'appelle Cache Cache avec un K. Et c'est une documentariste qui reprend aussi sur le loisir en fait à Beyrouth des gars qui ont des pigeons. Et en fait, c'est des mecs qui font majoritairement en fait des hommes quand même qui ont des élevages de pigeons et font comme une sorte de course en fait à qui va attraper le groupe de pigeons de l'autre. Et à partir de ce fil, elle tire vraiment aussi le fil de la récession en fait économique et alimentaire, parce qu'ils nourrissent leurs pigeons avec du blé. Et donc en fait, il y a vraiment cette question de comment on se nourrit, et les mecs qui expliquent que c'est vraiment une bouffée d'air frais en fait pour eux, et que ça leur permet aussi d'éviter de tomber dans la drogue, dans cette morosité en fait du quotidien qui peut arriver hyper vite quand on est dans des situations de tension quand même hyper forte quoi. Donc c'est vrai que c'est trop cool de voir aussi quand même cette jeunesse qui, enfin, a pas grand chose de différent de nous à part la situation géopolitique. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Bon, après, ils boivent beaucoup d'alcool. Hein. Ils boivent beaucoup d'alcool. C'est pas évident de tenir le rythme des fois, je t'avoue. Mais non, ouais, c'est. Pour eux, c'est vraiment ce qui revenait le plus souvent dans les interviews, c'était que vraiment c'était un médicament pour eux et que sans ça, la plupart d'entre eux seraient devenus fous. Ils me disaient que ils pouvaient pas faire ça en fait, quoi. C'était vraiment leur médicament, quoi. C'était vraiment ce qui revenait souvent. Et après, il y a eu pas mal de reportages. Il y en a eu, je crois, en Afghanistan sur les femmes skateuses il y a longtemps. Il y a souvent, c'est un peu des marronniers, quoi, des sujets qui reviennent de temps en temps. Il y a eu, j'avais vu sur le parcours aussi en Syrie, enfin le parcours en sauté, les obstacles, etc. Donc non, c'est souvent des sujets qui reviennent parce qu'en fait, ça permet de parler d'une situation. C'est vraiment le cliché de raconter la grande histoire à travers la petite histoire, quoi. C'est juste prendre un angle bien ciblé d'une chose qui paraît un peu anecdotique. Le skateboard, bon, ça paraît anecdotique en temps de guerre, c'est pas vraiment voilà. Mais en fait, ça raconte des histoires de vie et qui, de manière plus globale, en fait, racontent vraiment ce qui se passe en profondeur. Donc, moi, personnellement, j'aime bien ce genre de sujet, quoi. Ça permet déjà d'attirer le lecteur, de créer de l'empathie et vraiment de se sentir un peu, de se mettre à la place des gens, quoi. C'est plus facile de s'identifier à ces personnes-là à travers ce genre de sujet. Si j'avais fait un sujet, ou même d'autres personnes avaient fait un sujet sur la jeunesse en règle générale, c'est tellement large qu'on ne peut pas s'identifier tellement, quoi. Donc on a besoin d'accroche, on a besoin de repères. Et dans ce genre de cas, c'est bien le skateboard, je trouvais que c'était un bon repère, quoi. Il y a une question dans la salle, je crois. Merci déjà. Est-ce que tu as une idée ou tu as pu explorer ce qu'il faut support de la vidéo, des enregistrements sonores, de justement le bruit dans la rue, des sujets, tout ça? Ou est-ce que c'est pas très Moi, je fais jamais de vidéo. Merci pour la question. Mais je fais jamais de vidéo. C'est pas du tout un format qui m'attire au premier abord. J'aimerais bien peut-être m'y mettre plus tard.
Mais le son, ouais, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris quelques sons, mais là c'était pas la commande. La commande était très ciblée sur la photo. Donc j'ai préféré un peu ne pas m'éparpiller et faire ça. Mais par contre, eux font pas mal de vidéos. J'aurais pu t'envoyer aussi de liens de vidéos de skate, de skateboard si vous voulez en voir. Je vous donnerai les références. De skateboard ukrainien. Et donc non, ouais, ça mériterait un podcast ou des trucs comme ça. En ambiance sonore, il y a des trucs très chouettes, quoi. Ne serait-ce que il y a tout le temps des alertes aériennes, donc c'est toujours assez bizarre d'entendre du skate, des alertes aériennes derrière, etc. Il y a toujours des ambiances, et ça en photo c'est difficile à retranscrire. Donc c'est l'espèce de tension, etc. Donc non, en son, je pense que c'est une super bonne idée à faire. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Non, 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 il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est le rapport un peu à l'espace, du coup, il y a des gens qui font des skate dans une ville qui, non, je sais pas, peut-être que comment je vais parler, je suis très pessimiste, mais le fait qu'on voit une plus grande dalle comme ça, des pays un peu soviétiques, qui du coup sont probablement un peu endommagés, est-ce que ça, du coup, ça modifie un peu. Est-ce que là tu vois une différence Surtout l'architecture. sur l'architecture, sur en fait, à quel point enfin, leur espace de travail, entre guillemets, enfin, il est modifié et à quel point ça se limite. Ouais, 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 bah, tout à fait, ouais, c'est une super bonne question. En fait, eux, à chaque fois, ils ont cette notion de ce spot, donc ce lieu pour faire du skate, ça, c'est un spot à l'européenne. Et eux, quand ils parlent de spot à l'européenne, ils sont comme des fous, quoi. Ça veut dire en gros du sol très lisse, style marbre ou du concrete, quoi, vraiment un truc très lisse, etc. Alors que dans les pays soviétiques, c'est tout le temps des trucs comme ça, des grosses dalles assez difficiles à skater, etc. Donc, ouais, il y a toujours cette notion, tu les vois avec les yeux qui pétillent quand ils parlent de ah, aujourd'hui on va un spot à l'européenne et ils sont trop contents. Et donc ouais, il y a cette vraie différence de style. Après eux, ils envient énormément la France, etc. Ils idéalisent Paris, etc. Bah, celui que je vous avais montré tout à l'heure, Alexander, lui par exemple, il est parti faire un tour de skate parce que c'est un très bon skateur. Il est parti faire un tour de skate en Europe, au Portugal et en France. Et il est revenu le 23 février et la guerre a commencé le 24. Donc, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais il revenait, il était hyper content de son séjour en Europe, de skate, etc. Et la guerre a de suite commencé, et c'est lui là. Ouais. Ça, c'est à Kiev, du coup, c'est les anciennes barres qui bloquaient les rues de la capitale quand il y avait les Russes qui étaient pas très loin. Là, vu que les Russes sont loin de la capitale, ils mettent tout dans des coins, derrière des grandes bâches comme ça. Non, non, ouais, les lieux de skate sont totalement différents. Mais c'est hyper bien pour faire du skate là-bas. C'est hyper bien. D'un côté, il y a plein de trucs à faire, etc. Moi, j'étais pas assez bon pour bien en profiter, mais non, c'était, ouais, il y a une vraie différence à chaque fois. Merci. Et peut-être tu as déjà un peu répondu à cette question, mais enfin, dans quelque chose qu'on a vu à Spirit Spot, ça m'a marqué comment justement enfin, des trucs que nous, on se retrouve pendant le piéton à contourner, etc., c'était hyper justement exploité, il y avait un peu partenariat avec tout ce qui était en dur, qui voulait pousser des formes et tout quoi. Et est-ce que eux, dans vos livres, qui ont été qui sont marqués par la guerre, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve à exploiter, ou est-ce que, dans les skateurs, ou est-ce qu'au contraire, ils se retrouvent en fait, à contourner et à tourner au passage? Tu veux dire les lieux détruits, par exemple, Ouais, tout ça? par exemple. Bah, il y a eu un peu des deux cas. En fait, au début, ils ont commencé à faire pas mal de skate sur les barricades et tout, par exemple, ou des bars comme ça, aller un peu l'exploiter et tout, mais c'était tellement mal vu qu'au bout d'un moment, ils ont un peu freiné ça. Et non, la plupart du temps, ça n'allait pas très bien de passer dans des bâtiments détruits, etc. Donc, ils ont un peu toujours ce truc de culpabilité de faire du skate aussi. D'un côté, pour eux, c'est essentiel, mais de l'autre, ils culpabilisent aussi. Donc c'est un peu ouais, à chaque fois c'est double tranchant quoi. Quand ils sortent, ils sont heureux et en même temps, on leur rappelle souvent visuellement avec les destructions et aussi à travers les insultes, etc. Que ben ils font quelque chose qui est en décalage avec leur réalité, la réalité des gens autour. Donc ouais, ils l'utilisent plus trop maintenant, ils évitent vraiment. Il y a plein de spots, par exemple à Kharkiv, ici, mais dans une autre photo, un spot où c'était le plus grand spot de skate d'Ukraine quasiment et qui a été quasiment totalement détruit et ils y vont jamais quoi. Même si tu pourrais encore faire un peu de skate dessus. Oui, j'avais une question, c'est un peu avant la guerre.
j'avais l'intuition depuis Maïdan que Kiev, l'Ukraine allait devenir le nouveau Berlin en tant que capitale culturelle, street culture, on va dire. Je sais pas si c'était juste une intuition. Non, 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 même au niveau de la mode et tout, il y a plein de trucs là-bas qui se passent. Et ça se passe encore, mais maintenant, là, on sort un peu du skate, mais même au niveau des soirées, de la musique, etc., ça devient un lieu hyper intéressant. Je m'y connais pas trop en musique, etc., mais j'ai fait beaucoup de soirées là-bas, du coup. Bon, il y a toujours un couvre-feu. Le couvre-feu à Kiev, il est à minuit. Dans les autres villes, il est à 10-11 heures, ça dépend. Mais il y a un vrai truc, je sais même pas comment le décrire, mais un peu de fin du monde, c'est un peu horrible, mais c'est la dernière soirée, et donc c'est très intense, les soirées, et même au niveau du style de musique d'Adi, il y a quelque chose de très destructeur, quoi. Et même dans leur façon de faire du skate, il y a quelque chose de très destructeur maintenant, parce que comme je disais, ils n'ont plus peur d'aller faire 20 marches, même s'ils s'éclatent la tête dessus, quoi. Et ouais, c'est assez bizarre, même. Donc non, je me connais pas assez pour te dire que ça serait le prochain Berlin ou quoi, je ne sais rien, mais de ce que j'ai pu voir, il y avait des choses hyper intéressantes au niveau de la culture street, un peu des habits, de la musique et tout. C'était assez intéressant. Sensation de non-futur, quoi. Enfin, vraiment. Une sensation de, l'avenir est bouché, quoi. Donc en fait, ils profitent à fond comme ils peuvent, et ouais. Mais après, c'est difficile à imaginer, mais la vie, elle est quasiment normale dans beaucoup de villes. Tout est à peu près normal, tout est réouvert, Voilà, c'est juste, il y a les lignes de front où c'est vraiment l'enfer, et des bombardements de temps en temps sur quelques villes, et voilà, c'est toujours hyper grave, hein, mais la vie reprend son cours dans énormément d'endroits, quoi. Et donc, cette série que tu fais, c'est aussi parce que le skate arrive au JO Ouais. cette année. Donc, toi, ça te fait aussi une rampe de lancement quand même sur l'international à travers. Enfin, ça va être montré à qui ces photos, par exemple En fait, du coup, la première fois que j'ai fait sur le skate, c'était pour des magazines. Et là, maintenant, c'est pour le Centre national d'art plastique de France. Du coup, c'est pour le fonds de la Bibliothèque nationale française. Et en gros, l'objectif, ils m'ont passé cette commande parce que du coup, il y a les JO à Paris, en France. Et il y a le skateboard qui est aux Jeux Olympiques. Et du coup, ils cherchaient un sujet sur le skateboard pour exposer pendant les Jeux Olympiques, etc. Donc la finalité de ce travail-là, c'est des expositions. Il y en a à Marseille, à Sérignac et à Paris, sur ça. Ça, du coup, j'ai rien travaillé encore. Là, tout ce que vous voyez, ça n'a pas du tout été retouché. Donc, c'est un peu brut, mais ouais, c'est chouette. C'est de l'argentique, donc c'est pas évident aussi à travailler des fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, justement, par rapport à la rétine, est-ce que c'est toi qui fais le tirage ou c'est parce que le retravail de la photo après? Non, moi je fais pas mes tirages. J'ai déjà fait des tirages, mais ça là je vais pas les faire parce que du coup ça va être des grands tirages et je suis pas sûr de pouvoir gérer ça. Et l'argentique après en Ukraine c'était pas évident parce qu'il y avait pas trop de pellicules, c'était difficile à trouver. Moi je suis arrivé avec un gros stock, mais ça part vite. Et il y avait un seul magasin qui avait des pellicules en Ukraine. Et donc ça a été mes meilleurs amis pendant un temps parce que j'étais vraiment dépendant d'eux, quoi. Mais ils étaient super forts, super professionnels et tout, c'était trop bien, c'était moins cher qu'en France aussi, donc ça fait plaisir, ça. Mais non, voilà. Non. Mais je vais pas faire mes tirages, je vais pas les faire. Je pense que je ferai n'importe quoi. Je vais même pas les faire. Ils sont pas décidés de participer tous ensemble de nos résolutions spirituelles, Partir du pays? Partir du pays, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas le droit de traverser la frontière, donc il y a des passages illégaux, mais ça coûte une fortune. Et non, à la frontière, en fait, on est ultra checké quand on va en Ukraine, que ce soit ukrainien ou européen ou journaliste ou quoi que ce soit. Il y a 50 checkpoints en train, on est tout le temps fouillé de partout, etc. Donc, pour eux, c'est pas possible de sortir. Et changer de ville, en vrai, la capitale Kiev, c'est peut-être la plus sûre, avec Lviv, qui est tout à l'ouest, donc place Nicolas la Pologne quasiment. Ils y vont de temps en temps, mais bon, c'est difficile de partir, quoi. Tu vois, ils ont leur appartement dans la capitale, ils ont leur famille aussi, parfois, ils ont un boulot parfois aussi, donc c'est pas évident. Là, ceux qui bougent beaucoup, c'est ceux qui sont à Odessa, qui est une ville
au sud-ouest, une ville côtière. Et là, il y a énormément de skateurs, c'est un gros lieu de skate, mais c'est énormément bombardé parce que c'est le plus gros port d'Ukraine et il y a toutes les céréales qui passent par là, enfin bref. Du coup, c'est un lieu stratégique et c'est tout le temps bombardé. Et moi, quand j'y étais, il y a tous les skateurs de Odessa qui venaient dans la capitale pour se réfugier le temps que ça se calme un peu. Et donc, ouais, ils bougent beaucoup en fait, ils bougent beaucoup entre les villes, etc. Surtout ceux qui sont vers Kharkiv, tout ça, plus près du front, eux, ils bougent tout le temps, quoi. Ils font une semaine dans la capitale, ils reviennent, ils repartent. Enfin, c'est vraiment le système de débrouille, quoi, maintenant. C'est, ouais. Il n'y a pas vraiment de solution. Tu disais qu'il y avait une communauté assez développée. Est-ce qu'ils ont un WhatsApp ou un groupe, ouais, où ils peuvent se dire là j'ai besoin d'un logement, c'est la galère, enfin je sais pas. Bah, ils sont solidaires entre eux, c'est pas ultra développé, mais ils sont très solidaires entre eux. Mais oui, il y a un truc qui s'appelle Skate Ukraine, par exemple sur Insta, qui regroupe tous les skateurs d'Ukraine et qui promeut chacun leur boulot, etc. Et ouais, là, quand j'y étais, tout le monde dort chez l'un et chez l'autre, quoi. Tous les skateurs dorment ensemble. Bah, leurs familles sont souvent en Europe, donc moi j'ai dormi chez certains d'entre eux, et en fait on était 6-7 dans une pièce, et tout le monde dort. Tout le monde, parce que ouais, ils s'entraident, quoi. Ouais. Puis financièrement c'est l'enfer. Donc non, voilà. Ouais. Et, de quoi? Il y a des squats, des... Ouais. Ouais, bah là quand j'y étais, ils sont en train de construire un skatepark à l'intérieur. Euh, donc c'est une sorte de lieu qui sont réquisitionnés, une sorte de squat où il y a aussi, ils sont en train de créer des chambres pour les skateurs, etc. C'est un super lieu, c'est trop bien. C'est un peu en dehors, c'est un peu loin, mais c'est chouette. Si vous voulez suivre des skateurs ukrainiens, il y a une marque de skate qui s'appelle Papa Power Skateboarding sur Insta, je sais pas si ça vous intéresse, qui est la meilleure marque de skate ukrainienne. Et ils sont assez chouettes, ça, c'est bien ce qu'ils font. Ouais. Et la question, s'il y avait l'équivalent en Russie, Ouais. aussi peut-être que aussi des potes skaters en Russie qui ont échangé. Ouais, c'est une super bonne question. Bah, il y a plein de skateurs en Russie qui venaient en Ukraine skater avant, et maintenant il y a une vraie fracture, ils s'insultent toute la journée. Ouais. Parce que, bah, à cause de la guerre, mais aussi parce que chacun a pris des positions nationalistes, que ce soit côté ukrainien ou côté russe, ils défendent chacun leur pays. Il n'y en a aucun qui a, enfin, de ce que m'ont dit les skateurs ukrainiens, il n'y a aucun skateur russe qui a levé la voix pour soutenir les Ukrainiens. Donc à partir de là, il ne pouvait pas y avoir d'amitié, quoi. Mais côté russe, je suis sûr qu'il y a des reportages trop bien à faire là-dessus aussi, hein, mais c'est plus difficile d'aller faire des reportages en Russie, je pense. Mais j'aimerais bien, ouais. Enfin, et je reviens là-dessus, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu estimes que globalement la communauté skate c'est une communauté assez politisée qui a tendance aussi à être une sorte de lieu de contre-pouvoir, pas ou pas vraiment parce qu'on voit le truc alternatif, Ouais. mais politiquement, je suis pas. Politiquement, je suis pas sûr que ça soit très politisé. Même les Ukrainiens, ils sont politisés dans le sens où ils soutiennent absolument l'Ukraine, etc. Mais le fait que, par exemple, la guerre, ça les a soudés. Ouais, ils sont quand même politisés. Puis ils sont fiers aussi d'être ukrainiens, etc. Mais ils sont un peu dépités par ce pays aussi. Beaucoup de fois à cause de la corruption. Il y a beaucoup de corruption en Ukraine, c'est pas un secret non plus. Et au niveau de la culture, etc., à chaque fois, par exemple, il y a des projets de skatepark, pardon, qui se sont jamais faits ou quoi que ce soit. Donc, politiquement, ils sont plus abattus qu'autre chose, quoi. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se casser, en fait. Et en France, je ne voudrais pas dire de conneries, mais j'ai pas l'impression que ça soit super politisé. Ça reste un milieu hyper alternatif, mais un peu auto-centré quand même sur le skate. Et enfin, c'est l'impression que j'en ai, hein. Je sais pas du tout, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ouais. Oui, je pense que c'est ça. Donc ouais. Est-ce qu'à terme, même dans l'immédiat, un projet d'une expo là-bas ou de renvoyer aux personnes concernées? Déjà, je leur avais envoyé, ils ont fait une expo à Berlin avec les photos. Pas ces photos-là, mais les premières que j'avais faites en 2022. Ils avaient mis des photos de skate pendant une compétition de skate à Berlin. Et eux, moi, l'objectif, mon rêve, ça serait en fait de les faire venir parce qu'ils peuvent avoir des dérogations pour quitter l'Ukraine s'il y a un projet culturel où c'est essentiel qu'ils viennent, etc. Donc là, avec les expos qu'il va y avoir, j'aimerais bien qu'ils puissent venir. Certains, au moins, un petit groupe, une petite team de skate qui viennent skater une semaine en France ou quoi.
Et j'ai complètement oublié ta question. C'était quoi? S'il y avait une expo. Ah oui, voilà. Bah oui, je pense que moi j'ai trop envie de faire des liens entre eux. On a réussi à en faire avec Darwin, je sais pas si vous voyez à Bordeaux. C'est un espace un peu pareil, maintenant c'est devenu hyper connu, mais un peu alternatif, avec une création d'un skatepark dans un lieu désaffecté, etc. Et maintenant c'est devenu assez connu. Et je sais qu'il y a le mec de Bordeaux, le créateur de Darwin qui est allé là-bas, qui a donné de l'argent, qui a ramené plein de skateboards, etc. Donc il y a un peu des liens qui se font, et j'aimerais bien que ça se fasse un peu plus. Voilà. Après, il y a toujours des soutiens, si jamais vous voulez les soutenir, il y a plein de cagnottes sur Insta, ils font toujours passer des cagnottes, je soutiens la communauté skater ukrainienne, hein, mais ouais, j'aimerais bien faire une expo là-bas, ça serait bien, ouais. Peut-être dans le skatepark qu'ils ont construit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou remarques. Ou remarques. Oui, n'importe quoi. C'est une question bête, mais c'est quand tu vas là-bas en tant que journaliste avec Gaz, c'est quand même c'est pas un voyage c'est en Russie, ça va être très quand même assez particulier quand même de voyager dans les cultures pro. Est-ce que tu dois dire je viens ici pour faire un reportage? Deux questions, c'est est-ce que tu vas dire tu viens faire un reportage sur les skateurs, enfin tu viens voilà. Ouais, ton projet quoi. Tu vas décrire ça en détail. Et le cas échéant, comment est-ce que c'est perçu auprès de journalistes, alors, donc des Ukrainiens qui sont pas skateurs et d'autres journalistes, je sais pas, européens qui. Alors déjà pour bosser dans le journalisme, il faut avoir une accréditation du service presse ukrainien. Donc il faut la renouveler tous les 6 mois. Et pour ça, il faut être backé par une agence, enfin qu'il y ait une agence qui te soutienne, ou un média ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai une agence photo qui me fait des accréditations, donc j'ai l'accréditation ukrainienne grâce à l'agence. Et c'est plus facile dans ce cas-là quand c'est une agence parce que tu n'as pas besoin de dire ce que tu fais. Ça prend moins de temps. C'est une agence de photos d'actualité. Donc en gros, je dis juste que je fais de l'actu et c'est plus facile parce qu'ils n'ont aucun regard sur ce que je fais. Quand tu fais des accréditations pour des pays et que tu dis précisément ce que tu fais, c'est toujours la galère parce qu'ils veulent avoir le contrôle de tout, ils veulent savoir où tu vas, etc., etc. Donc moi, j'ai pas ce problème-là. Et l'autre question, c'était C'était en fait comment est-ce que les autres journalistes. Ouais, oui. Je sais pas, Non, je sais pas trop de. Journalistes lambda, photojournalistes lambda qui ils prendre une photo de. Je sais pas, de Charles Assaut. Oui, c'est pas commun, mais après, il y a plusieurs types de photojournalistes. Il y a ceux qui font de l'actu, ceux qui font du docu. Ça, c'est plus une approche documentaire, quoi, sur le long terme, etc. Donc, il n'y a pas de jugement si tu vas faire du photo de skate en Ukraine, alors qu'il y en a d'autres qui font du front ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai fait un peu des deux et j'ai l'impression d'apporter plus en faisant ce genre de photos que faire des photos sur le front. D'autres le font 100 fois mieux, etc. Donc, non, il n'y a aucun jugement, quoi que ce soit. Non. Trop bien, en vrai, merci. Sylvain, on peut prendre un peu à côté. Et je sais pas, on peut retrouver ton travail, peut-être, tu as un site internet, s'il y en a qui veulent voir. En construction, le site internet. En construction. Depuis 3 ans. Et puis tu as l'expo sur Insta, je dois sur le 28 ans. Et oui, je fais une expo en ce moment sur la Garcille. Ça, c'est intéressant. Oui, si vous voulez, j'ai une expo en ce moment dans le 18e à la galerie Paris Print Club et c'est sur un travail sur la guerre civile en Birmanie. C'est un autre conflit. J'étais l'année dernière pendant 1 mois à peu près. Donc voilà, galerie Paris Print Club. 18e. L'instant trop beau. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde.